Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons. L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leur bloc de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds. Mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit. Et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps. Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé. Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celles de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux.
Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement aux trous de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom. Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprit, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants. Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écolocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique. En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible crépitement. Il y a des cocktails, des fêtes et des feux d'artifice quand on célèbre le Nouvel An. Mais savez-vous comment les scientifiques fêtent cette occasion en Antarctique? Ils déplacent le pôle sud de 10 mètres. Comment est-ce possible? D'abord, il faut comprendre ce qu'est réellement le pôle sud. Ce n'est pas un bout de terre. Géographiquement, le pôle sud est un point situé à l'extrémité sud de l'axe terrestre, à peu près au centre de l'Antarctique. Mais il y a aussi les pôles magnétiques et géomagnétiques, liés au champ magnétique de notre planète. Ils ne coïncident pas avec le pôle sud géographique et se trouvent sur la Terre Adélie. De plus, les pôles magnétiques et géomagnétiques se déplacent constamment le long du champ magnétique terrestre, qui dépend des mouvements dans le noyau de la planète. Alors, que font vraiment les scientifiques? Ils ne peuvent pas modifier les pôles magnétiques ou géomagnétiques. Cela veut dire qu'ils déplacent l'Antarctique lui-même. Pas exactement. Ils prennent simplement un petit repère planté dans la glace et le déplacent de 10 mètres. La glace déplace le repère au cours de l'année.
Puis les scientifiques le remettent en place. Techniquement, le pôle sud lui-même ne bouge pas. Mais l'Antarctique, si. Le point qui marque le pôle sud doit donc être repositionné, car la glace dérive lentement. Si vous preniez un crayon géant et transperciez la Terre en plein milieu, les deux extrémités du crayon, dépassant en haut et en bas, marqueraient les pôles nord et sud. La Terre bouge, mais la position du crayon reste la même. En quelque sorte, le repère que les scientifiques placent en Antarctique est la pointe de ce crayon. Et le pôle Nord, les scientifiques y placent-ils aussi un repère? Non, c'est impossible, car le pôle Nord est recouvert d'une glace en mouvement permanent. Hormis la glace à perte de vue, les manchots et le repère du pôle Sud, y a-t-il autre chose d'intéressant en Antarctique? Bien sûr! C'est le plus grand désert du monde. Attendez, quoi? Un désert? Ce n'est pas que des dunes et du sable brûlant. Le Sahara est aussi un désert. Mais un désert se définit non par la quantité de sable, mais par la quantité de précipitations. L'Antarctique reçoit très peu de précipitations. C'est pourquoi il est considéré comme la région la plus sèche de la Terre. En même temps, environ 70% de l'eau douce mondiale se trouve ici, sous forme de glaciers. Et sous cette glace, à certains endroits, coule de la lave. L'Antarctique abrite le mont Erebus, le volcan actif le plus au sud du monde. À l'intérieur, il y a un véritable lac de lave. Malgré cela, la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre a été mesurée ici, moins 89,2 degrés Celsius. La température moyenne d'un congélateur est de moins 18 degrés Celsius. On peut simplement jeter un verre d'eau en l'air et il gèle instantanément. L'Antarctique est baignée par l'océan austral. Le froid se ressent bien plus fortement dans l'eau que dans l'air. Mais malgré les températures extrêmement basses, les eaux antarctiques regorgent de poissons. Comment survivent-ils? Eh bien, certains poissons produisent de l'antigel. Ce groupe de poissons s'appelle les nototénioïdes et ils ont appris à produire des protéines antigel naturelles. Ces créatures semblent petites et sans défense, mais elles sont bien plus résistantes que la plupart des êtres vivants sur Terre. Quand des cristaux de glace pénètrent dans le corps du poisson, ils sont immédiatement enrobés d'une couche antigel. Puis le poisson s'en débarrasse grâce à... En fait, les scientifiques ne connaissent pas encore le mécanisme exact. Le plus probable, c'est que la rate filtre la glace hors de leur corps d'une manière encore inconnue. L'Antarctique abrite aussi une mousse incroyablement résistante. Elle peut rester recroquevillée en dormance pendant des milliers d'années, puis, quand la chaleur revient, reprendre sa croissance. Si vous croisez différents scientifiques en Antarctique et leur demandez l'heure, vous obtiendrez probablement des réponses différentes. C'est parce que tous les fuseaux horaires convergent au pôle Sud. Alors les stations de recherche en Antarctique utilisent le fuseau horaire de leur pays respectif. Et oui, à part les chercheurs et un petit nombre de touristes, l'Antarctique n'a aucune population humaine permanente. Le continent est peuplé de manchots, et il y en a beaucoup, des millions. On pourrait dire que l'Antarctique est le pays des manchots. Que peut-on faire d'autre là-bas? Obtenir un timbre-poste unique. L'Antarctique abrite le bureau de poste le plus au sud du monde, situé à la station de recherche britannique de Port-Locroix. Bon, la visite de l'Antarctique pour les petits est terminée. Il est temps de découvrir le côté sombre de ce continent. Parmi ces glaciers blancs à perte de vue, quelque chose se cache qui peut vraiment vous effrayer. L'une des choses les plus inquiétantes en Antarctique ne se voit pas, elle s'entend. On l'appelle le chant de la glace. Mieux vaut ne pas l'écouter la nuit. Les scientifiques ont découvert ce chant par hasard, grâce à des capteurs sismiques. Le son a une fréquence d'environ 5 Hz, inaudible pour l'oreille humaine, mais les scientifiques l'ont converti en un son perceptible. On dirait un bourdonnement triste ou la plainte d'une créature géante piégée dans les icebergs, souffrant de solitude. En réalité, ce son provient du vent soufflant sur la surface rugueuse d'une plateforme glaciaire. Maintenant, imaginez entendre ce son et voir parmi la glace une cascade rouge. Ce n'est pas une hallucination, c'est une vraie cascade d'eau de fonte couleur rouille. Elle a été découverte en 1911, mais les scientifiques n'ont percé le mystère de ce phénomène inquiétant qu'en 2017. En plus de l'eau douce, l'Antarctique contient aussi de l'eau salée, riche en fer.
Quand cette eau s'écoule d'un glacier, le fer s'oxyde au contact de l'oxygène et l'eau prend cette couleur menaçante. C'est en fait la couleur de la rouille. Imaginez la surprise des explorateurs quand ils ont découvert ce spectacle. Mais ce n'est pas le seul phénomène rouge en Antarctique. Dans certaines zones du continent, on trouve de la neige pastèque. Elle paraît inquiétante à cause de sa teinte cramoisie. La neige doit cette couleur à des algues microscopiques uniques qui produisent des spores rouges et vertes. La teinte varie selon le degré de réchauffement de la glace. Cette neige est aussi toxique et dangereuse pour l'homme. Mais le plus effrayant n'est pas là, loin de là. Descendons dans les eaux froides et sombres de l'Antarctique. Ici, en plus des adorables nototénioïdes, vivent des araignées sous-marines. C'est rassurant de savoir qu'elles vivent au fond de l'océan, dans l'un des endroits les plus reculés de la planète. Mais pour les besoins de cette vidéo, regardons-les de plus près. Ce ne sont pas vraiment des araignées, mais des arthropodes marins. Leur taille peut atteindre 50 cm de diamètre. C'est plus grand que des roues de voiture. Et savez-vous ce qu'il y a de plus terrifiant? Ces monstres respirent par des trous dans leurs longues pattes. Plus l'araignée de mer est grande, plus ses pattes deviennent poreuses. Elles ressemblent à du gruyère. Mais pourquoi sont-elles si énormes? Selon une hypothèse, ces créatures consomment bien moins d'oxygène que les animaux de surface et ont donc un métabolisme beaucoup plus lent. Cela leur permet de devenir bien plus grandes que les animaux et insectes ordinaires. Ces araignées ne sont pas les seuls habitants effrayants des eaux antarctiques. Voici les cochons de mer. Ils vivent aussi au fond des océans Pacifique, Atlantique et Indien. Ils ressemblent à un croisement entre un cochon, Cthulhu et un axolotl. En réalité, c'est un type de concombre de mer, une créature de la taille d'un doigt qui semble venue d'une autre planète, sans yeux, avec des tentacules translucides. Honnêtement, ils sont moins effrayants que les araignées de mer, mais ils provoquent quand même un certain malaise. Ces créatures sont des charognards, discrets, tranquilles. Ils parcourent le fond de l'océan et collectent des débris organiques pour se nourrir. Grâce à cela, ils font office d'aspirateurs nettoyant les fonds marins. Ils semblent totalement sans défense, mais leur peau est saturée de toxines qui repoussent les prédateurs. Certains d'entre vous trouvent peut-être ces créatures mignonnes et voudraient en ramasser une. N'essayez même pas, c'est impossible. Si un cochon de mer s'approche à moins de 1200 mètres de la surface, il se désintègre en morceaux gélatineux. C'est pourquoi ils sont très difficiles à étudier. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment ils se reproduisent. On sait seulement qu'ils pondent des œufs. Et on ignore aussi combien de temps vivent ces créatures. Ils sont peut-être parmi les êtres vivants les plus anciens du monde. Voyez-vous comme la péninsule antarctique évoque la silhouette inversée de l'Amérique du Sud? Il ne s'agit pas d'un simple hasard. C'est la trace fantomatique d'une séparation survenue il y a 30 millions d'années. Jadis soudés, ces continents se sont disjoints, engendrant un courant océanique d'une puissance telle qu'il parvint à glacer l'Antarctique et à en redessiner les contours. Voici comment cela s'est déroulé. Les plaques tectoniques, dans un mouvement aussi discret que décisif, ont ouvert dans l'océan un passage d'une étroitesse extrême, à peine 800 km, forçant 130 millions de mètres cubes d'eau à se précipiter dans cette sorte de conduit géologique. C'est ainsi qu'est né un courant marin plus impétueux encore que le fleuve Amazone. Ce courant océanique, connu sous le nom de courant circumpolaire antarctique, décrit une trajectoire circulaire, dans le sens horaire, sous l'effet des vents puissants qui balaient la région. Ce mouvement rotatif, en érodant les rivages, a façonné la masse continentale en une forme quasi circulaire, à l'exception de cette péninsule récalcitrante, lentement entraînée vers l'est, tel un enfant traînant les pieds pour quitter une aire de jeu. Comment l'Amérique du Sud et l'Antarctique ne formaient autrefois qu'un seul bloc? Absolument. Il y a fort longtemps, l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud faisaient partie d'un vaste supercontinent nommé Gondwana, auquel l'Afrique fut elle aussi rattachée. En ce temps-là, l'Amérique du Sud et l'Antarctique étaient étroitement liés par une bande de terre appelée le pont terrestre antarctique, une étendue verte et luxuriante, qui servait également de voie de passage privilégiée pour les dinosaures. Oui, vous avez bien entendu, des dinosaures.
un spécimen vieux de 95 millions d'années, dont le nom m'échappe, Diamantinasaurus matildae, a été mis au jour en Australie. Les scientifiques ont établi qu'il était en réalité un lointain cousin du Sarmientosaurus argentin. Même structure mandibulaire, même dents taillées comme des burins, même caractéristiques en tout point. On dirait des jumeaux séparés par les flots. Comment cela se fait-il? Parce qu'à cette époque, l'Antarctique n'était nullement un désert de glace, mais une forêt tempérée, semblable à l'Oregon, offrant un itinéraire tout à fait praticable pour une famille de dinosaures en migration. Mais ce pont terrestre ne servait pas qu'aux dinosaures. Il y a environ 40 millions d'années, les ancêtres des marsupiaux australiens quittèrent l'Amérique du Sud pour rejoindre ce qui allait devenir leur terre d'adoption, en passant par l'Antarctique, une preuve supplémentaire que ces terres étaient jadis reliées. Le calme régna ainsi, du moins un certain temps, pour les dinosaures comme pour les marsupiaux, jusqu'à ce que la croûte terrestre entre en mouvement. C'est ce phénomène qu'un savant allemand désigna en 1912 comme la théorie de la dérive des continents. Ce chercheur, en observant la côte sud-américaine, s'exclama en substance « Tiens, cette forme semble pouvoir s'imbriquer dans celle de la côte africaine ». Tel un Sherlock Holmes de la géologie, il remarqua ce que nul n'avait relevé avant lui. Les continents formaient autrefois les pièces d'un puzzle planétaire plus vaste. Et il avait vu juste. En vérité, la Terre se compose de plusieurs couches de roches et de métal, à l'image d'un oignon cosmique. La couche externe, appelée lithosphère, est fragmentée en plaques tectoniques solides, qui glissent lentement sur une couche inférieure plus molle et partiellement fondue, comme si elle dérivait sur une surface verglacée. C'est ce qui permet aux plaques de se mouvoir. Depuis des milliards d'années, elles remodèlent peu à peu la surface terrestre, dans un cycle perpétuel de formation et de dislocation des supercontinents, comparable à un lent balai de collision. Ce mouvement reste imperceptible à l'échelle humaine, la plupart des plaques ne progressant que de 0 à 10 cm par an. Exception faite de la plaque de Nazca, qui atteint 20 cm, soit la vitesse de croissance de vos cheveux. Mais ne vous laissez pas duper par cette lenteur apparente. Ces masses en déplacement sculptent littéralement notre monde. C'est grâce à elles que se forment les chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, ou les failles d'où naissent les océans, tels l'Atlantique. Cela tient à une différence cruciale. La croûte océanique, plus dense, s'enfonce comme une pierre, tandis que la croûte continentale, plus légère, flotte tel un bouchon. Sans ce contraste de densité, les continents n'existeraient encore pas, et notre planète serait recouverte de mers peu profondes. Ce vaste chantier mené au ralenti est précisément ce qui provoqua la scission entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, il y a 30 millions d'années. À cette époque, les plaques situées sous ces continents entamèrent une lente dérive opposée, selon un phénomène connu sous le nom d'extension crustale. Imaginez la lithosphère comme une pâte à pizza étirée jusqu'à devenir si fine qu'elle se rompe. À mesure que la croûte terrestre s'étirait, elle s'affinait, jusqu'à se craqueler comme le fond desséché d'un lac. C'est ce lent processus de séparation qui permit l'apparition d'une nouvelle plaque tectonique, la plaque Scotia, née entre les deux continents, tel le médiateur de ce divorce géologique. Pendant un temps, certains fragments de cette plaque demeurèrent émergés, ultime vestige du pont terrestre antarctique, un peu comme ce fil unique qui subsiste entre deux pans d'un vêtement après la rupture d'une fermeture éclair. Il est probable que ces dernières attaches aient survécu sous forme d'archipel, mais à l'instar de ce lien textile voué à céder, la connexion entre les continents ne pouvait durer éternellement. Cette plaque, modeste en taille mais décisive, a fini par sceller définitivement le destin du pont terrestre. Elle aussi était en mouvement, comme toutes les autres. En s'élargissant vers l'est, elle a ouvert ce que l'on nomme aujourd'hui le passage de Drake, recouvrant peu à peu les terres émergées de l'Antarctique d'une couche océanique. Ce phénomène évoque les portes d'un ascenseur que l'on écarte lentement. D'abord une simple fente, puis une ouverture grandissante, jusqu'à la rupture totale du lien continental. Cette séparation eut des effets spectaculaires. Grâce au passage de Drake nouvellement formé, le courant circumpolaire antarctique put émerger, traçant une boucle continue d'eau glacée qui isola le continent, redessina ses contours et contribua au refroidissement du globe. Ce courant agit comme un rempart ceinturant l'Antarctique, repoussant les eaux plus chaudes et les espèces invasives, tout en jouant un rôle clé dans la régulation du climat mondial. Progressivement, l'Antarctique s'est figé en une immense chambre froide, recouverte à 98% de glace et renfermant près de 61% de l'eau douce sur Terre. Aujourd'hui, ce continent se distingue comme le plus froid, le plus aride et le venteux de la planète. Véritable désert polaire, il enregistre des températures descendant sous les moins 89 degrés. De quoi figer la respiration en plein air. L'épaisseur de la glace y dépasse fréquemment le kilomètre. Et en hiver, elle s'étend sur une surface supérieure
à celle des États-Unis. À l'heure actuelle, la voie maritime la plus rapide vers l'Antarctique traverse le passage de Drake, un bras de mer de 800 km de large. Sa configuration étroite canalise les vents sur des milliers de kilomètres, les transformant en vagues titanesques pouvant culminer à 15 mètres, et même lors des jours dits calmes, la houle atteint 4 à 5 mètres, soit le double de celle de l'Atlantique. Ce n'est pas un hasard si les marins surnomment cette redoutable traversée le Drake Shake. Le déplacement des plaques tectoniques ne se limite pas au remaniement des continents. Il constitue le mécanisme fondamental de maintien de la vie sur Terre. Près de la moitié de la chaleur terrestre provient de la désintégration radioactive du noyau, l'uranium-235 en tête. Une sorte de réacteur naturel façonné par la géologie. Cette chaleur alimente les volcans et les mouvements qui jadis reliaient l'Antarctique à l'Amérique du Sud. Sans la tectonique, cette énergie ne parviendrait jamais en surface, et notre monde serait aussi froid et stérile que Mars. Quand les plaques se déplacent, elles libèrent non seulement de la chaleur, mais aussi du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à la régulation du climat. Sous les océans, elles captent une partie de ce gaz pour le ramener dans les entrailles de la Terre, assurant un recyclage constant. Par leur simple mouvement, les plaques influencent la composition de l'air, le climat global et même l'évolution des formes de vie. Il y a plusieurs milliards d'années, les plaques étaient immobiles. À cette époque, la Terre semblait revêtue d'une croûte rigide, comparable à une poterie craquelée. Pourtant, en l'absence de véritable tectonique, la chaleur parvenait à s'échapper par ces failles, grâce à un processus nommé tectonique à couvercle stagnant, qui permit l'émergence de la vie. Il serait erroné de penser que la tectonique appartient au passé. Les séismes en sont la manifestation actuelle, et ils pourraient un jour annoncer un retour de cette activité à une échelle bien plus colossale. La formation d'un supercontinent, tel que la Pangée, exige que de vastes plaques terrestres s'enfoncent sous d'autres. Or, selon les projections scientifiques, un scénario similaire pourrait aboutir, dans 250 millions d'années, à la naissance d'un nouveau supercontinent baptisé Pangaea Proxima. À cette époque, l'humanité pourrait avoir disparu ou s'être établie sur Mars, mais la chorégraphie des plaques se poursuivra, imperturbable. Un véritable exploit pour un phénomène plus lent qu'un embouteillage. Autrefois, l'Antarctique et l'Amérique du Sud formaient un tandem indissociable, jusqu'à ce qu'un bouleversement tectonique ne brise ce lien, glaçant littéralement l'un des deux. Aujourd'hui, il s'observe de part et d'autre du passage de Drake, en chien de fusil, des ex typiques en somme. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile,
Comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique orientale, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer.
À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe, et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des Affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km,
ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Ce courant imprévisible pouvait s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitation. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine, et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill, qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes,
Ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Un tsunami approche. On court se mettre à l'abri? Non, pas besoin. Il n'atteindra pas le rivage où vous vous trouvez. En fait, vous ne verrez même pas ce phénomène puissant, sauf si vous êtes sous l'eau. Oui, les tsunamis sous-marins existent bel et bien, et ils peuvent littéralement changer l'avenir de la planète entière. Quand un énorme bloc de glace se détache du front d'un glacier et s'écrase dans l'océan, on appelle ça le vélage. Ça ne fait pas un simple plouf, c'est plutôt comme si on lâchait un gratte-ciel dans l'eau. Et quand ça se produit, ça peut créer de puissantes vagues sous-marines. Ce ne sont pas les vagues qu'on voit à la plage, elles sont cachées sous la surface, comme une onde de choc sous-marine. Certaines atteignent plusieurs mètres de haut. On ne les verrait jamais depuis la surface. Mais en profondeur, elles sont assez puissantes pour tout remuer. Et ce brassage est très important. Voyez-vous, l'océan n'est pas une grande baignoire bien mélangée. Il est stratifié, comme un cocktail en couche ou de l'huile posée sur de l'eau. Eau chaude, eau froide, eau salée, tout ça s'empile en différentes couches. Et quand ces vagues sous-marines passent, elles brassent toutes les couches ensemble. Ça fait circuler la chaleur, l'oxygène et les nutriments. Or, ces nutriments nourrissent la vie marine. Autrement dit, ces vagues affectent toute la chaîne alimentaire, du minuscule plancton jusqu'aux baleines. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que ce brassage était surtout dû au vent soufflant en surface, aux marées faisant aller et venir l'eau, ou même à l'océan perdant sa chaleur au contact de l'air froid. Mais aujourd'hui, il semble que les vagues sous-marines des icebergs pourraient être tout aussi importantes. Dans certaines régions polaires, elles brassent l'océan autant que les vents forts. Et pour ce qui est de déplacer la chaleur sous l'eau, elles pourraient même surpasser les marées. Fait intéressant, les scientifiques sont un peu tombés sur cette découverte par hasard. Il y a quelques années, des chercheurs étaient en Antarctique à bord d'un navire de recherche britannique, collectant des données océaniques avant, pendant et après la rupture d'un gros morceau de glacier. C'est là qu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. L'océan ne réagissait pas seulement en surface. Il se passait aussi quelque chose de sérieux sous l'eau. Apparemment, les chutes d'iceberg déclenchaient de puissantes vagues cachées. En fait, des tsunamis sous-marins qui brassent l'océan de haut en bas. Aujourd'hui, les scientifiques cherchent à comprendre comment ces tsunamis se forment, quelle est leur puissance et quel effet ils ont sur les océans polaires. Jusqu'ici, ils ont découvert que les différents types de ruptures glaciaires, les saisons et même la taille des blocs, chaque détail semble modifier le comportement des vagues. Les chercheurs veulent comprendre la réaction en chaîne du début à la fin, de l'iceberg percutant l'eau aux vagues cachées se propageant loin sous la surface. Pour étudier ça, ils utilisent de nombreux outils. Des caméras à distance et des microphones sous-marins surveillent et enregistrent les vélages en continu. De petits bateaux collectent des échantillons d'eau et des véhicules sous-marins autonomes patrouillent devant les glaciers pour mesurer les vagues directement. Il y a aussi des instruments ancrés, appelés mouillages. Ils enregistrent les mouvements de l'eau, ce qui permet aux scientifiques d'avoir une vue d'ensemble, même dans les zones trop dangereuses pour l'homme. Les satellites et les modèles informatiques comblent aussi les lacunes. Ils suivent la formation et la propagation des tsunamis sous-marins à travers l'océan. Les ordinateurs aident l'équipe à étudier les vagues, montrant leur taille, leur vitesse et comment elles brassent l'eau et les nutriments. Ce brassage peut remonter de l'eau chaude des profondeurs, accélérant la fonte des glaciers. Cela peut à son tour faire monter le niveau des mers dans le monde entier et affecter de minuscules organismes végétaux appelés phytoplancton, l'herbe des océans, qui nourrit poissons, baleines et toute la chaîne alimentaire marine. Le fait est qu'en Antarctique, tout est connecté. La glace, l'océan et l'air. Et les changements là-bas peuvent se répercuter jusqu'à nous. Ce continent est peut-être l'endroit le plus éloigné de là où vit presque tout le monde, mais il est en réalité crucial pour nous tous. À l'époque, s'y rendre était une aventure dangereuse, qui pouvait prendre des mois.
Aujourd'hui, on peut prendre un vol d'environ 1600 km du Chili à la station de recherche britannique Roterra, et on est sur la péninsule antarctique. Cette station du British Antarctic Survey est une base de recherche, et bien plus encore. L'un de ses plus grands projets porte sur un glacier juste à côté. Il y a même un drone sous-marin ici pour tenter de capter les tsunamis sous-marins. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est exactement ce que les scientifiques cherchent à faire. Si vous visitiez la station un jour et traversiez le glacier Sheldon, il faudrait faire attention où vous mettez les pieds sur la glace friable, les restes de blocs massifs qui se sont détachés du front. En tendant bien l'oreille, vous l'entendriez. Des craquements et des claquements, des bulles d'air piégées depuis des centaines d'années qui s'échappent enfin. Un côté du glacier s'élève à environ 40 mètres au-dessus de la mer. Mais sous l'eau, il y a encore 150 à 200 mètres de glace. C'est suffisant pour que d'énormes blocs se détachent, et ces morceaux sont assez gros pour créer de puissants tsunamis sous-marins. Imaginez un bloc de glace de la taille d'un immeuble qui glisse dans l'océan. Il envoie une onde de choc massive. C'est ce que les scientifiques essaient de capter. Pour l'étudier, ils ont déployé une petite flotte de planeurs sous-marins pour patrouiller dans la baie et suivre les vagues à leur passage. Fait remarquable, les chercheurs pilotent ces planeurs depuis Cambridge, à près de 10 000 km de là. Cette recherche est essentielle, car ce qui se passe en Antarctique affecte la planète entière. Toute cette eau douce et froide qui s'écoule de la glace perturbe un immense tapis roulant océanique appelé le courant circumpolaire antarctique. Voyez-le comme un gigantesque réfrigérateur à l'échelle de la planète qui relie tous les océans du monde. Il absorbe des quantités énormes de chaleur produites par l'homme et l'emprisonne au fond de l'océan. Les scientifiques essaient de comprendre où va cette chaleur. Reste-t-elle piégée en profondeur ou pourrait-elle un jour remonter dans l'atmosphère ? Au cours des 50 dernières années, l'océan a absorbé plus de 90% de la chaleur excédentaire que nous avons ajoutée à la planète. La majeure partie, environ 75%, a fini dans l'océan austral, grâce au mouvement de l'eau là-bas. Si le courant océanique ralentit, et certains indices suggèrent que ça se produit en ce moment même, cela pourrait directement accélérer le réchauffement de la planète. À environ 1600 km au sud-est, des scientifiques travaillent sur l'un des glaciers les plus célèbres et les plus redoutés de l'Antarctique. Le glacier Thwaites, aussi appelé le glacier de l'Apocalypse. Leur mission est de forer à travers près d'1,5 km de glace avec de l'eau chaude pour déterminer à quelle échéance il pourrait s'effondrer. Thwaites est un enjeu majeur car il risque d'affecter le niveau des mers au cours des 100 prochaines années. Il maintient essentiellement la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental en place. S'il cède, le niveau des mers pourrait monter de 60 cm. Et n'oubliez pas que les océans de l'Antarctique regorgent aussi de vie. Des plongeurs de Roterra s'immergent dans une eau à environ 1 degré sous zéro pour étudier les écosystèmes. La terre à l'extérieur semble aride, mais les fonds marins grouillent de créatures. Étoiles de mer, concombres de mer, amphipodes et bien d'autres, environ 20 000 espèces au total. Certaines deviennent bien plus grandes que leurs cousines d'ailleurs. C'est un phénomène appelé gigantisme polaire. Mais ces animaux sont très sensibles au réchauffement. Certains ne supportent même pas la moindre hausse de température. L'équilibre de l'écosystème est en train de changer, et un suivi à long terme est essentiel. Certaines étoiles de mer antarctiques mettent jusqu'à 1 an pour se reproduire, contre quelques semaines seulement pour des espèces similaires ailleurs. Les chercheurs étudient aussi des créatures étranges et inhabituelles, comme des vers marins qui produisent un mucus acide et des toxines pour se défendre. Ces créatures pourraient nous fournir des informations cruciales utilisables en médecine et en biotechnologie. C'est pourquoi les scientifiques fabriquent même des microscopes spéciaux fonctionnant à des températures glaciales pour observer comment elles survivent. En résumé, la montée des eaux, les changements météorologiques et la modification des courants océaniques font tous partie des processus antarctiques. Il faut examiner de près comment le changement climatique pourrait affecter les tsunamis sous-marins. La hausse des températures va probablement intensifier le vélage des glaciers ou produire des vagues plus puissantes. Les réponses aideront à améliorer les modèles qui prédisent les futurs changements climatiques et nous donneront une meilleure idée de ce qui pourrait arriver à notre planète dans un avenir proche. L'Antarctique est le continent le plus isolé de la planète. Il renferme 90% de la glace du monde, mais il est considéré comme un désert car les précipitations annuelles n'y dépassent pas 300 mm. Difficile de croire que c'est un désert rien qu'en le regardant, puisqu'il est blanc et plein d'animaux sauvages. Mais l'Antarctique n'est pas seulement ce qu'il semble être en surface.
car tant de choses sont cachées en dessous, et même au-dessus. L'Atlantide a longtemps été un mystère pour l'humanité. A-t-elle jamais existé? Et si oui, où était-elle située? L'une des théories soutient que la civilisation atlante aurait pu prospérer et s'épanouir sur le continent antarctique lorsqu'il n'était pas encore recouvert de glace. En raison des ères cycliques de la Terre, c'est-à-dire l'alternance de périodes de glaciation et de périodes interglaciaires, on pense que l'Antarctique a été à une époque une forêt tropicale. Et une récente photo de Google Earth a permis de découvrir des ruines intéressantes, enfouies profondément dans le lit d'un lac du continent blanc. On ne sait pas exactement à quelle civilisation appartenaient ces vestiges, mais certains experts pensent qu'il pourrait s'agir de l'Atlantide. Ces lacs gelés de l'Antarctique renferment encore bien d'autres choses dans leur profondeur. Dans les années 1970, les scientifiques ont été surpris de trouver de grands lacs sous les plaques de glace du continent gelé. On pense que plus de 400 lits de lacs existent sous les couches de glace. Le lac Vostok, par exemple, le plus grand lac sous-glaciaire, y est enfoui sous 3 km d'épaisseur de glace. Des grottes de glace bleue immaculée s'y cachent aussi. L'eau de ces lacs reste liquide grâce au faible niveau de chaleur géothermique provenant du noyau de la Terre. Et les scientifiques pensent que certains lacs ont environ 15 millions d'années. Parmi les phénomènes uniques qui se produisent sur le continent, l'Antarctique abrite une chute d'eau extrêmement bizarre. En 1911, un géologue australien s'est interrogé sur ce qu'on appelle les chutes de sang. Il était très perplexe devant ce flot de liquide rouge qui se déversait d'une petite colline parmi les glaces de l'Antarctique. Après des années d'études, on a compris que la cause de cette coloration était la forte teneur en fer de l'eau. La dernière pièce du puzzle s'est emboîtée lorsque les scientifiques ont découvert qu'il y avait à proximité un lac souterrain dont l'eau était remplie de fer oxydé qui était à l'origine des chutes de sang. En parlant de mystère, cette photo peut être assez déroutante. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il besoin de retirer de l'argent en Antarctique? Eh bien, faisons d'abord un petit point historique. En 1956, les États-Unis ont fondé la station de recherche McMurdo, qui reste à ce jour le plus grand centre scientifique du continent. Au pic de la saison, la station accueille entre 200 et 1000 scientifiques. Et ces personnes ont besoin d'argent pour acheter du café, des pizzas et d'autres choses pour répondre à leurs besoins quotidiens. C'est pourquoi la banque Wells Fargo a décidé d'y installer un distributeur de billets. Et ils ont même établi un record du monde Guinness de cette façon. Le distributeur Wells Fargo de la station McMurdo est le plus méridional du monde, ainsi que le plus isolé. Il n'y en a pas d'autre à des milliers de kilomètres à la ronde. Les températures glaciales de l'Antarctique peuvent rendre le continent hostile à la vie humaine. D'ailleurs, l'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de notre planète. La température moyenne le long des côtes est d'environ moins 10 degrés Celsius. Mais si tu t'enfonces dans l'arrière-pays, il fait encore plus froid. L'intérieur du continent peut enregistrer des températures d'environ moins 57 degrés. Le bon côté des choses, c'est que ces conditions glaciales rendent possible certains phénomènes hypnotiques comme les bulles de glace. Ces bulles gelées à l'intérieur de certains lacs antarctiques sont des bulles de méthane. Le gaz libéré lors de la fonte des glaciers finit par geler pendant sa remontée et donne lieu à ce magnifique spectacle. Il y a quelques années, les scientifiques ont été surpris par un trou géant de la taille des Pays-Bas ou du lac Michigan dans un lac antarctique. Ce genre de trou est appelé polynie et c'est un phénomène naturel sur le continent. Mais celui-ci est le plus grand que les scientifiques aient vu depuis les années 1970. Les polynies sont des trous massifs dans une mer de glace. La plupart d'entre eux apparaissent le long de la côte, mais celui-ci a été découvert dans la mer de Weddell, bien plus loin des côtes. Les scientifiques tentent encore de comprendre comment cela s'est produit et quelles sont ses implications pour le climat de la région. L'une des caractéristiques du continent semble complètement artificielle et a même suscité plusieurs théories concernant ses origines. Cette formation ressemble exactement à d'autres pyramides faites par l'homme, n'est-ce pas? La seule différence est qu'il s'agit en fait d'une formation rocheuse naturelle et qu'elle existe depuis très longtemps.
Elle a été découverte pour la première fois lors d'une expédition dans les années 1910 et a été gardée secrète depuis. Elle a été surnommée la pyramide, mais son nom scientifique correct est Nunatak, qui signifie simplement un pic de roche dépassant d'un glacier ou d'une couche de glace. Il existe d'autres pics célèbres qui ressemblent à des pyramides, comme le Cervin en Suisse. Donc non, ce n'est définitivement pas une construction humaine. La liste des découvertes fascinantes sur le continent glacé continue. Alors qu'un programme d'intelligence artificielle analysait un ensemble de données sur l'Antarctique, il est tombé sur une découverte étonnante. Il pourrait y avoir jusqu'à 300 000 météorites non découvertes dans le champ glacé du continent. Des météorites tombent sur le continent depuis des millions d'années. Mais ce n'est qu'il y a 110 ans que la première a été trouvée. Et devine quoi ? Récemment, des chercheurs ont trouvé une météorite martienne en Antarctique de l'Est. C'était la plus grosse trouvée au cours des 25 dernières années et elle pesait environ 75 kg. En général, le feu et la glace sont une combinaison plutôt délicate. Donc, il est peu probable que l'Antarctique abrite un volcan actif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si. Le volcan, connu sous le nom de mont Erebus, est le volcan actif le plus au sud du monde. Du magma liquide et de la lave bouillonne depuis des millénaires. En réalité, le mont Erebus est actif depuis plus d'1 million d'années. Et c'est le deuxième plus haut volcan de l'Antarctique avec une hauteur de 3600 mètres. Nous avons déjà mentionné le fait que l'Antarctique n'a pas toujours été glacée. Mais pourrais-tu imaginer une immense forêt tropicale couvrant tout le continent ? Ce n'est pas de la science-fiction, c'était la réalité. Des impressions de feuilles et du bois fossilisé montrent clairement des signes d'arbres tropicaux dans la région. Les recherches sur les fossiles ont également révélé quelque chose de fascinant. L'Antarctique abrite le plus vieux ver du monde. Selon National Geographic, des fossiles trouvés en Antarctique révèlent une espèce de ver disparue depuis longtemps et âgée d'environ 50 millions d'années. Les scientifiques affirment que cette découverte est cruciale pour étudier certaines relations évolutives et que cela n'a été possible que grâce à la congélation de tels échantillons pendant des milliers d'années. L'Antarctique est un continent riche en biodiversité. Les pingouins, les ours polaires et les phoques ne sont que quelques-uns des animaux qui vivent là et dont nous avons connaissance. Mais il existe aussi une espèce de poisson rare et fascinante qui peuple les eaux de l'Antarctique. Connue sous le nom de poisson transparent, cette espèce est aussi bizarre que belle. Ce poisson a dû s'adapter pour survivre aux températures glaciales de l'eau en Antarctique, à tel point qu'il a évolué en un être unique. En plus d'avoir un corps transparent, ce poisson a un sang transparent, ce qui le rend complètement transparent. Et ce, parce qu'il lui manque la protéine hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Quand tu penses à l'Antarctique, tu penses probablement aux icebergs, n'est-ce pas ? Voici donc quelques faits amusants à leur sujet. Savais-tu que les icebergs ont une durée de vie d'environ 3000 ans ? Et qu'avec le Groenland, l'Antarctique est l'une des principales sources d'icebergs au monde ? D'autre part, les icebergs peuvent atteindre jusqu'à 210 mètres de profondeur sous la surface de l'eau, et environ 90% du volume d'un iceberg est immergé. D'où l'expression « ce n'est que la partie émergée de l'iceberg ». Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment ? Y a-t-il de la vie sous la glace ? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites ? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent.
Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace.
Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été, dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de...